En 20 ans de pratique du dev, il est évident que le métier s'est énormément complexifié. Il y a 20 ans, un serveur et un firewall suffisaient à tout faire. Aujourd'hui, le moindre service est constitué d'une myriade de technos et de blocs, chacun avec des couches de sécurité et donc aussi de failles. Dans ces méandres de blocs, le travail de sécurisation s'est lui aussi grandement complexifié, et pourtant, la plus grande faille reste entre le clavier et la chaise. Mais alors, les attaques se sont-elles, elles aussi, complexifiées? Faut-il encore faire des sécurités hyper fortes si les attaques restent simples? Et surtout, si les utilisateurs sont le problème, comment puis-je m'en débarrasser? Pour répondre à ces questions de simplicité, je ne reçois pas Ulysse, mais il s'y connaît en attaque simple. Benjamin, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Benjamin Mercuzzo, je suis responsable des ingénieurs avant-vente chez Sophos France. Donc, alors Sophos, tu peux nous parler un petit peu de pour le lien avec la sécurité Ah oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sophos, on est une société donc d'origine britannique à l'origine qui a été créée en 85 par deux mathématiciens et on vient de la protection du poste de travail. Et donc en 85, ils répondaient à un challenge où il y avait une blague d'informaticien qui a un peu dégénéré aujourd'hui, on le voit, qui était de la reproduction en fait automatique sur des supports externes que les gens se passaient, donc des disquettes à l'époque. Et là, la force du produit, comme c'était des mathématiciens, eh bien, ils ont mis en œuvre des mécanismes algorithmiques qui permettaient de prendre des empreintes de fichiers et ainsi de réduire le temps nécessaire à l'analyse d'un poste de travail. Donc, on parle de 486, de 386, donc à des fréquences extrêmement basses. Ok, canon. Donc, à la suite de ça, Sophos a continué. On a beaucoup vendu le moteur d'antivirus en mode OEM. On l'a intégré dans des appliances. Et puis, on a continué à déployer toute l'infrastructure pour avoir des briques fonctionnelles partout sur l'infrastructure, de la protection de messagerie, de la protection d'infrastructures cloud, de la protection, bien sûr, aujourd'hui d'EDR, XDR. On en parlera. On offre le service, on commercialise un service de SOC externalisé à la demande. On a pléthore de produits pour pouvoir s'intégrer dans une brique, dans un mur de sécurité qui vont se composer de différentes briques fonctionnelles, qu'elles soient hébergées on-premise ou en mode cloud. Alors, quand on préparait cet épisode, tu m'as évoqué le fait que la majorité des attaques aujourd'hui qu'on voit de manière mondiale sont en fait des attaques extrêmement simples. Ce que je trouve intéressant comme stat, parce que tu vois, c'est ce que j'évoquais un peu dans l'intro et c'est ce que je dis parfois. J'ai l'impression de plus en plus dans ce podcast, c'est que je trouve que notre métier de dev s'est énormément complexifié. Alors certes, on peut se dire qu'il y a aussi plus d'attraction, qu'on est de plus en plus haut niveau et compagnie, tu vois, mais le nombre de technos est quand même devenu colossal. Qu'effectivement, aujourd'hui, tu peux plus faire un site avec juste un serveur et un firewall. Tu as forcément des clusters, tu as forcément des tas de trucs qui se mettent en place quand tu passes par des AWS, des Azure et compagnie. Alors c'est top, hein, tu peux faire très facilement plein de choses, mais je trouve que tu as quand même une complexité qui s'est démultipliée. Et du coup, j'aurais tendance à croire que avec cet empilement de blocs, de librairies, de frameworks, de techno, de serveurs, de machin, en fait, cet empilement fait que chaque bloc a ses failles supplémentaires et que en fait, les attaques deviennent du coup plus complexes, mais en même temps que la complexité n'est plus forcément dans le fait de les trouver. Tu vois, parce qu'en fait, tu as tellement de trous que ça devient facile de rentrer. Mais toi, ce que tu m'évoquais, c'était même des attaques d'une bêtise confondante, en fait, quasiment.
stupidité humaine n'a pas de limite. Effectivement, oui, on peut avoir différentes choses. Et l'objectif, en fait, des attaquants, c'est de l'industrialiser. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de trouver une petite faille de sécurité et puis de l'utiliser à grande échelle. Et après, de faire de la reconnaissance au sein d'une infrastructure pour pénaliser ce qu'ils appellent leurs clients, leurs victimes, en français, leurs victimes, et à ce moment-là, être capable de monnayer la chose. Et ça peut être simplement d'acheter des credentials pour faire de l'exploitation. S'il n'y a plus que ça en recours, c'est ce qu'ils sont capables de faire, oui. Mais donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils arrivent en fait à récupérer des identifiants par des moyens détournés et qui sont parfois bêtes et méchants ou... Bien sûr, ça peut être différentes choses. La première des choses, ils vont compromettre ou même les acheter des bases de données d'identifiants qui vont avoir été testées ou même des access brokers, c'est des gens qui vendent des accès sur des machines qui sont compromises et qui sont prêtes l'infrastructure est prête à être attaquée. Et il y a des gens qui achètent ce genre de choses parce qu'ils vont tirer un intérêt financier de ce genre de choses. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut sécuriser autant qu'on veut, faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille, pas de bug, pas de problème, et que vraiment chaque information n'est accessible qu'à la personne qui est censée y avoir accès. On a toujours le problème que la personne en question peut avoir ses identifiants qui sont siphonnés à un moment quelque part ou corrompus. Ouais, ou même achetés. C'est-à-dire, on a vu des cas où des gens même prenaient en otage physiquement des personnes pour leur demander des comptes. On a vu ce genre de choses. Oui, mais là, du coup, c'est plus simple. C'est plus sur quelque chose de simple. Prendre quelqu'un en otage, on est quand même sur un niveau de complexité assez élevé. Oui, non, c'est de l'attaque aux différentes personnes. Là, il n'y a pas de technicité particulière. Il faut être capable de corréler l'information. Et aujourd'hui, on le voit, les gens ont tendance à diffuser plein d'informations qui permettent de les identifier quand on est capable de le corréler de manière industrielle, oui. Ok. Et donc, du coup, sur cette augmentation de la complexité technique, tu nous parlais de cet aspect d'automatisation. Est-ce que, justement, cet empilement de briques aujourd'hui, quasiment plus aucun dev ne se fait sans un framework, sans une librairie plus ou moins connue. Il y a beaucoup de choses qui sont hébergées dans des environnements cloud qui sont du coup eux aussi connus. Est-ce que ça te prémunit tu vois, ce qu'on met souvent en avant, c'est que passer par un framework hébergé chez AWS, tu as accès à la sécurité du framework, à la sécurité de AWS qui est quand même plus importante que celle à laquelle je pourrais moi imaginer en tant que développeur unique. Est-ce que pour toi, au contraire, c'est le fait d'avoir un truc générique fait qu'il a été plus attaqué, plus détourné, plus et que du coup, tu es plus vulnérable? Alors, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on est plus vulnérable. Ça va dépendre, en fait, là où on place le curseur. En l'occurrence, si on prend l'exemple d'un hébergement de type AWS, Azure ou Google Cloud Platform, la sécurité, elle est contractuelle. C'est-à-dire qu'ils garantissent la disponibilité et ce que vous faites à l'intérieur, c'est de votre responsabilité. Ils ne pourront pas être tenus pour responsables. C'est purement contractualisé. Oui, mais donc, du coup, ils ne te garantissent pas la sécurité. Ils te disent... Non, ils garantissent une partie de la sécurité. C'est de la disponibilité. La réplication, etc. Mais ce n'est pas la sécurité logique en soi. En revanche, utiliser un framework qui a pignon sur rue, qui est bien connu, on a la chance que quand il y a une faille de sécurité, elle soit visible, facilement, reconnaissable, corrigée assez vite, ou même qu'il y ait des recettes de cuisine qui vont permettre de pallier à l'exploitation de cette faille de sécurité. Oui, donc ça maintient toujours la règle de base en fait en cybersécurité, c'est qu'il faut mettre à jour ces librairies, ces frameworks et compagnie. C'est indispensable à mon sens. C'est un prérequis indispensable. Du coup, quand tu parles aussi de simplification, alors déjà, est-ce que tu parles de simplification des attaques ou juste que la simplicité des attaques s'est maintenue? Tu vois, est-ce que pour toi, tu fais ce métier depuis un moment, est-ce que pour toi, les attaques se sont simplifiées ou est-ce qu'elles ont juste assez peu évolué? Alors, pour moi, elles ont assez peu évolué, elles se sont diversifiées et les attaquants sont plus nombreux aujourd'hui. On le voit, les gens qui vont aujourd'hui, on parle de ransomware as a service. Si on a ce genre de choses, c'est des gens qui vont fournir un abonnement à une plateforme qui permet d'attaquer et n'importe quel script qu'ils disent est capable d'exploiter ces outils en ayant un très faible niveau technique. Il est capable de suivre une procédure. Donc, il va créer des nuisances à différentes personnes, tenter de les rançonner, juste peut-être par jeu, mais généralement, c'est plus à des fins monétaires. Le concept de ransomware as a service, je trouve ça fou. Mais c'est fou. C'est absolument fou parce que les personnes, de ce fait, vont être dans des pays où il est très difficile de les trouver, de les extrader. Et quand on leur pose la question, qu'ils se font attraper, mais c'est pas nous qui avons fait l'action.
Et de plus, ça leur donne bonne conscience, puisque en fait, ils vont avoir énormément d'affiliés, être assis sur un magot qui est récurrent. Donc oui, c'est la même chose que certaines entreprises de développement, ils mettent ça en œuvre tout pareil, ou des mécanismes de sécurité bien particuliers. Mais du coup, le ransomware peut être extrêmement ciblé, ou ça reste encore... Tu vois, la vision que j'ai du ransomware, c'est vraiment un truc qui se... Toi, tu parlais tout à l'heure de propagation de masse. Pour moi, le ransomware, c'est vraiment un truc qui se propage au même titre que les virus des années 90-2000. Ça prend contrôle d'une boîte mail, ça fait un send all à tout le monde, et ça, tu vois, ça se propage comme ça de proche en proche de manière très random, quoi, en fait. C'est pas le cas. Aujourd'hui, en fait, il y a une grosse phase de reconnaissance préalable pour connaître ton ennemi. C'est l'une des règles de l'art de la guerre. Eh bien, ils le mettent en œuvre. Ça va dépendre du type d'adversaire auquel on a à faire face. Si effectivement, c'est le script qui dit qui est dans le fond de son jardin, il va utiliser les fruits qu'il a apportés. En revanche, si c'est quelqu'un qui veut nuire spécifiquement à une cible, eh bien, ça sera préparé. Il va chercher à apprendre de sa future victime pour que ça ait un impact extrêmement structurant pour lui. Et on a vu même des choses qui étaient prévues pour des secteurs d'activité principaux. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est en période de Jeux Olympiques, eh bien que l'ANSSI nous alerte, attention, il peut y avoir des dommages parce qu'il y a une visibilité qui est liée à la vision sur les médias. Ok. Et du coup, en fait, oui, il y a une utilisation... Enfin, c'est en fait ce concept de ransomware as a service, je trouve ça fou, en fait. Il y a une espèce de... c'est-à-dire que devenir attaquant est devenu extrêmement simple. Tu parles de script qui disent tout à l'heure, qui est un terme qui se veut un peu péjoratif, mais en fait, au final, même quelqu'un qui n'y connaît rien en technique peut lancer une attaque de ransomware sur une entreprise qui ne lui reviendrait pas, par exemple. Bien sûr. Et on a eu aussi ce qu'on appelle des revenge, donc où les personnes, justement, lançaient des attaques. Quelqu'un de licencié, voilà, ou des choses. Ouais. C'est fou. Bah oui, c'est fou, bien sûr, c'est fou. Mais enfin... Il y a des enjeux financiers derrière, et puis des enjeux de renommée aussi. Enfin, tout le monde n'est pas le Condor, Kevin Mitnick, à qui voudrait, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir le titre. Alors, je crois que ça s'est passé après qu'on ait fait la préparation de cet épisode, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Je pense que tu connais le principe de l'arnaque au président. Ah oui, bien sûr. Des tournées. Il y a quelques semaines, tu as entendu parler de ça aussi. Je crois que c'est un gars au Japon ou à Singapour ou un pays asiatique comme ça. Tu peux nous raconter l'histoire du coup, bien sûr. Si tu la connais? Bien sûr, je la connais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une personne qui se fait convoquer par son supérieur donc c'est un financier, c'est un directeur financier qui est à Singapour, me semble-t-il, et à ce moment-là, il se fait convoquer à une réunion Teams par ses supérieurs, et les personnes, donc il se retrouve avec des collègues dont il a l'habitude de travailler, qu'il connaît visuellement, il connaît leur voix, et il se retrouve dans cette réunion Teams, et en fait, c'est que des avatars qui ont été créés par des intelligences artificielles. Et ces personnes donc, ont réussi à lui faire à l'escroquer de plusieurs millions donc de dollars. Ouais. Oui, il a fait 7 virements, je crois, de un peu plus de 2 millions d'euros ou de dollars en tout. C'est fou. Parce qu'en fait, l'arnaque au président, pour ceux qui ne connaîtraient pas très rapidement, le principe, c'est qu'on identifie quelqu'un dans l'entreprise qui peut faire des virements. On lui envoie un message en disant... je suis avec le directeur d'entreprise qui est dans l'avion, machin et compagnie. On a un deal très rapide à faire. C'est hyper urgent. Il faut faire un virement de tant d'euros. Et ce qui ouvre dans cette histoire de spécifique à Singapour, c'est que le gars était dans une énorme boîte. Il avait été formé en fait à ces principes-là. Donc, je crois que moi, dans ce que j'ai lu, en fait, il reçoit un premier message où il se dit « Ok, c'est une arnaque. J'en prends pas compte parce que j'ai été formé à ça. Il l'a identifié. Il n'en a pas tenu compte. » Mais après, effectivement, il est convoqué à une réunion Teams où il voit ses collègues, il voit son boss qui lui dit non, il faut faire le virement, voilà le numéro, machin. Mais tout ça, c'est juste. En fait, il était tout seul dans le Teams face à des IA. Je trouve ça. Ça paraît surréaliste. Et en même temps, avec les moyens actuels, en fait, c'est devenu extrêmement simple de faire ce genre d'attaque. Oui, bien sûr. On a de plus en plus d'accès à des intelligences artificielles. Ils vous demandent simplement un email et ils sont capables de créer du contenu qui est extrêmement réaliste. Et plus il aura de données pour enrichir donc, la recherche de l'intelligence artificielle, plus il sera capable de le faire. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire attention aux différentes méthodes, à ne pas être trop visible peut-être, être capable justement d'analyser. Et la première des choses, c'est être capable de se dire pourquoi est-ce qu'il y a ce degré d'urgence? Attends, donne-moi un numéro, je te rappelle. Faire un acquittement, tout simplement. Se lever, aller voir son collègue, etc., plutôt que de cliquer sur un lien, ok, je te fais ça rapidement. En fait, ce que tu préconises comme solution, c'est une authentification à 2 facteurs.
Oui, et un peu de bon sens des fois. Non, mais c'est ça, en fait, c'est aller juste Oui, prévenir quelqu'un, bien c'est sûr. voir quelqu'un d'autre, en fait, Ouais. ou juste, donne-moi un autre numéro, je t'appelle Ouais, bien sûr. sur un autre truc. C'est une notification de facteur, en fait, de Exactement. cette façon. À minima, oui. Du coup, aussi, pour créer ces avatars en IA, ou tu vois, ce que tu évoquais tout à l'heure sur le renseignement pour connaître sa victime, connaître sa cible, c'est du social engineering, c'est ça, je crois qu'on appelle Oui, tout à fait. Mais pas seulement, en fait, ça peut être de la collecte de différentes informations. Si par exemple les personnes ont acheté une base de données d'utilisateurs qui sont géolocalisés, eh bien ils vont récupérer des mots de passe. Et après, ils vont tester ces mots de passe avec des robots qui vont tester sur différents services. Google, ah bah tiens, on a accès à Google, on peut avoir accès à sa messagerie. Tiens, on regarde, on analyse, tiens, il y a sa banque. On va envoyer un message à sa banque pour voir s'il y a du multifacteur d'authentification, etc. Et on l'a vu, peut-être que derrière, bah, la personne, elle va être trompée par du multiple facteur d'authentification. On a vu des gens qui offraient des services qui simulaient les appels de conseillers bancaires. Et ça, dans toutes les langues, dans tous les accents, disent-ils. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce genre de service que les cybercriminels sont capables d'offrir aujourd'hui. Donc c'est très diversifié, ils sont capables d'offrir différents niveaux de service aussi. Donc Impressionnant. c'est vraiment c'est une offre de service Et c'est le cas. sur catalogue. Et donc oui, il y a ce côté, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que eux ils sont en mode, nous on a créé le service. Si tu l'utilises de manière illicite, c'est ton problème, c'est pas le nôtre en fait. Ils ont un peu quasiment les mains propres en fait Bien sûr. dans l'histoire quoi. Et ils vont dire en avant, mais nous, c'était à des fins d'éducation, par exemple, pour que vous puissiez éprouver la sécurité de votre système. Et c'est encore une fois détourner la problématique, oui. Donc du coup, ce que tu dis tout à l'heure pour toi, c'est que Attends, j'essaie de retrouver ce que tu dis tout à l'heure sur l'évolution des attaques. Pour toi, elles se sont multipliées, mais elles Oui. se sont simplifiées. Je pense qu'elles se sont simplifiées, oui. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on l'a vu quand il y a eu la scission avec l'attaque de la Russie, etc. Il y a des groupes qui se sont divisés, des groupes russophones, et ils ont fait donc fuiter des données ainsi que des modes d'emploi. Et donc, il y a aujourd'hui des procédures qui vont vous aider à mettre en place le compte qui va vous permettre de générer de collecter des bitcoins, comment blanchir cet argent, comment faire ceci, comment attaquer les gens, comment se comporter, etc., etc. Donc, il y a toute une ingénierie, une procédure qui existe pour être capable d'extorquer de l'argent et de faire de l'argent sur des attaques. Donc oui, je pense malheureusement qu'on en est qu'au début. Mais alors du coup, est-ce que c'est vraiment l'attaque en elle-même qui s'est simplifiée, ou est-ce que c'est juste que il y a des développeurs et développeuses de talent qui ont fait baisser la barrière à l'entrée pour accéder à ces attaques-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu décris en fait, c'est qu'il y a quelqu'un quand même de brillant qui a fait tout un tuto en fait C'est le cas. de comment arnaquer des gens. Mais donc il y a quand même l'attaque en elle-même, elle reste quand même compliquée, mais c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de l'expliquer de manière presque ludique. Oui, mais pas seulement, en fait. Il va avoir mis en place toute l'infrastructure qui permet de faire cette exploitation. Donc, il a une connaissance qui est beaucoup plus poussée. C'est quelqu'un qui a une connaissance, un créateur de start-up, que sais-je. Enfin, là, je fais l'analogie, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Me faites pas dire que les gens font ce genre de choses. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va être capable de prendre différents talents, de les rémunérer, de les conserver, de faire du marketing, et puis d'exploiter toutes ces données, toutes ces métadonnées à des fins malveillantes. Oui, mais donc, l'attaque en elle-même, en fait, je reviens sur un aspect purement technique. L'attaque en elle-même, elle reste quand même beaucoup plus complexe que ce que c'était avant. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire en sorte que ce soit automatisable. Exactement. Oui, et on a différents cas. Et après, c'est la porte ouverte. Hein. Ouais. Est-ce que du coup, sur ma question m'a échappé au moment où j'ai commencé à la poser, c'est dommage. C'était sur cette simplification des attaques. Du coup, tu vois, donc quand tu me disais que les attaques se sont simplifiées, qu'il y a beaucoup d'attaques simples, attends, j'essaie de voir si ma question a du sens. En fait, est-ce qu'au final, on va commencer par un autre point de vue. Est-ce que du coup, si on a autant d'attaques simples qui se font aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup que nous, développeurs et développeuses, on passe autant de temps à sécuriser nos trucs, si au final, on a encore... le problème, il est encore aussi bas dans l'échelle de la complexité. Tu vois, est-ce qu'on ferait pas mieux de se dire, ok, on va d'abord adresser ce problème-là, et on verra après, pour sécuriser l'attaque à 3 bandes, qui consiste à passer par ce truc-là, pour arriver après ici. Non, pour moi, en fait,
c'est indispensable en fait que les développeurs aient cette culture de sécurité. Parce que de ce fait, eh bien, ça sera ancré dans les mœurs. Ça va être de plus en plus et ça va ruisseler jusqu'à l'utilisateur. On le voit, aujourd'hui, les utilisateurs, vous leur demandez le mot de passe qu'ils utilisent, ils vous le donnent. Ils n'envoient pas l'essence même alors que tout repose dessus. Tiens, c'est quoi le numéro qui t'a envoyé pour le MFA ? Ils vous le donnent. Voilà. Donc, ça, c'est 2 niveaux qui sont différents. Moi, je n'adresse pas les mêmes personnes quand je m'adresse à des développeurs, à des architectes, à des gens qui font de l'exploitation et à des utilisateurs lambda. Le vocabulaire n'est pas le même, déjà, première chose. La finalité n'est pas la même non plus. Oui, mais tu vois, est-ce que... alors, peut-être qu'on commence à digresser un peu, mais de ce que je comprends, le problème latent qu'il y a sur ces sujets de sécurité, ça reste que chaque individu est une faille à part entière. Et qu'il y a cette question de mot de passe souvent qui revient, en fait, c'est que c'est parfois plus rentable d'aller choper le mot de passe de quelqu'un plutôt que de s'embêter à essayer de hacker un système. Ce que je comprends. Mais tu vois, si le mot de passe est à ce point-là un problème, enfin une faille, je trouve qu'il y a aussi un problème inhérent au sujet du mot de passe aussi, en fait. Oui. C'est que l'être humain, on n'est pas capable tu vois, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Pour obtenir un token sur un truc, j'ai fait une fausse manip et j'ai passé mon mot de passe en clair dans l'URL. Et du coup, il y a l'admin système du système qui m'a écrit, qui m'a dit c'est bien, tu as réussi à choper ton token, mais sache que nous, maintenant, dans nos logs, on a ton mot de passe. Donc, il faut que tu le changes. Il m'a mis entre parenthèses, mais à mon avis, tu utilises un gestionnaire de password, ou alors tu as une très bonne mémoire. Parce qu'effectivement, par défaut, j'ai un mot de passe qui fait 25 caractères et qui est très bizarre. Mais tu vois, je serais incapable humainement de retenir des mots de passe pareils. Et l'humain en est incapable. Donc le concept du mot de passe, c'est une faille colossale en soi, c'est une erreur de conception. Oui, peut-être, mais quand on a mis ça en œuvre pour identifier les utilisateurs, c'était ce qu'on avait de mieux. Donc, est-ce qu'on met en œuvre de la biométrie et qu'on identifie tout le monde et qu'on connaît toutes les données des personnes ? C'est un vaste débat, là je ne rentrerai pas, mais aujourd'hui, la meilleure réponse selon moi, c'est un double facteur d'authentification. Les personnes sont capables de faire de la sécurité forte avec ceux qu'ils connaissent et ceux qu'ils possèdent. Donc, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et on est capable de générer un TOTP, donc un token juste qui a une durée de vie extrêmement courte et qui est synchronisé. Et c'est ce qui offre aujourd'hui le niveau de sécurité le plus acceptable et c'est ce qui a été mis en œuvre dans vos banques aujourd'hui. Ça fait partie du standard et c'est acceptable. Et on voit que c'est acceptable aussi pour l'utilisateur final. Alors, j'aurais une remarque et une relance sur ça. La remarque, c'est que utiliser la biométrie en remplaçant du mot de passe, j'ai vu un article ou je crois une conférence, je crois que c'était un prof de l'EFRAY ou de l'Epitech qui disait ça. Il dit que l'empreinte digitale ne peut pas être un mot de passe parce qu'on ne peut pas la changer. Et en fait, si un jour ton empreinte est corrompue, t'es emmerdé en fait, parce que du coup, tu peux pas la changer, quoi. Alors, tu peux changer de doigt éventuellement, mais bon, c'est pas forcément hyper simple. Et la relance, ce serait que tu nous dis qu'effectivement, le 2FA, c'est une solution. Mais ce que tu nous as dit aussi juste avant, c'est que si tu demandes à quelqu'un c'est quoi le code que tu as reçu par SMS, la personne te le donne. Et ça, donc en fait... Non, ça c'est de l'éducation. En fait, c'est bien pour ça que nous, on prend énormément de temps à éduquer, à discuter avec les gens, à les sensibiliser. Par exemple, on voit que quand les gens lancent des attaques, ils se battent contre le temps. Il y a un degré d'urgence. Comme tu l'as dit, dans l'arnaque au président, les personnes leur mettent la pression. Quand les gens essayent de vous arnaquer, ouais, vous avez un virus sur votre ordinateur, faites attention, autrement vous allez tout perdre. C'est anxiogène. Ils vont faire appel à des structures du cerveau humain qui empêchent de réfléchir consciemment. Donc là, il faut prendre du recul, se dire, ok, j'ai peut-être de l'assistance technique qui va pouvoir m'aider, etc. Et je suis pas tout seul. Enfin, je suis pas tout seul derrière un ordinateur à plus savoir quoi faire. Quand la personne demande un mot de passe, oh, c'est bizarre, il n'a pas à me le demander. Ouais, mais là, j'en ai besoin à des fins d'administration. À ce moment-là, je le change direct et je lui en donne un temporaire. Et puis, je suis capable de tracer. Mais c'est pas aussi peut-être parce que moi, j'ai cette culture et que, comme tu le disais, c'est pareil. Moi, j'ai un gestionnaire de mots de passe avec des mots de passe extrêmement longs, du mémotechnique, etc. Donc, voilà. Et quand on me demande n'importe quoi qui m'identifie, je suis toujours très méfiant. Je peux avoir votre email? Non, vous pouvez pas avoir mon email. Vous pouvez pas avoir mon numéro de téléphone. Enfin, je suis extrêmement méfiant quand on me demande des informations qui pourraient être corrélées, voire m'identifier. Donc, mais
Tout le monde n'a pas encore ceci parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Il y a plein de gens à qui, quand vous leur demandez c'est quoi le nom de ton chat, hop, il va donner le nom du chat ou le nom de ses enfants, et en fait, ça correspond au mot de passe. Il est né en quelle année, et puis voilà, hop, on a le mot de passe. Ou c'est la réponse de sécurité pour faire le reset de password ou ce genre de choses. Exactement. Quoi. Ouais. Mais alors du coup, enfin, alors j'entends qu'on peut éduquer les gens. Pour moi, ce serait effectivement, enfin, c'est vital d'éduquer tout le monde à ces sujets technologiques, parce que moi, je trouve ça très dommage de me dire qu'il y a des gens qui voient leur téléphone comme une boîte noire, comme de la magie noire, qui comprennent pas comment ça se passe. Je trouve ça très dommage, parce que moi, j'ai cette envie de tout comprendre, de tout savoir, qui est très particulière, je pense, enfin, qui est moins particulière dans notre métier. Je pense qu'on est très nombreux dans notre métier à avoir cet esprit-là, mais tu vois, je trouve ça toujours un petit peu dommage de me dire que tu as des gens qui voyagent, qui évoluent dans le monde sans comprendre tout ça, tu vois, une espèce mais en même temps, quand tu vois le niveau de complexité que c'est, tu vois, s'il faut expliquer à tout le monde comment fonctionne un téléphone, tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut... Enfin, tu vois, ça représente quand même une quantité de savoir à transmettre qui est quand même assez massif. Tu vois, même chez les devs, il y en a plein qui ne connaissent pas tout. Oui, bien sûr, mais là, en fait, c'est une grosse partie de la sécurité, donc des informations qui les concernent et qui peuvent mettre en péril une infrastructure globale. Et puis, enfin, l'outil en lui-même, enfin, il y a quelques temps, on avait des tokens matériels qui généraient, peu importe l'outil, enfin, que ce soit un téléphone, que ce soit un token, etc., la finalité est la même, c'est de la sécurité à 2 niveaux, donc quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous possédez. Donc là, l'utilisation, c'est plus simple, on sait que les gens ont un téléphone, ils ne sont pas obligés de savoir que ça va générer un TOTP conforme au RFC 6000, blablabla. Enfin, il n'y a que des gens comme vous et moi que ça intéresse. En revanche... Tu vois, si on revient à ce pauvre gars du service administratif de cette boîte à Singapour, le gars, il a été formé, tout ce que tu veux, sauf qu'à un moment, il se retrouve dans une réunion Zoom face à ses collègues qui lui disent « faut faire le virement sur tel numéro ». Oui. En fait, il y a un moment où, tu vois, expliquer aux gens l'ampleur des possibles, ça implique déjà de se mettre à jour quand même très régulièrement. Parce que là, cette histoire, ça a 6 semaines, 8 semaines peut-être. C'est hyper récent. Et il faut quand même aussi être hyper au courant de tout ce qui se passe dans la tech pour se dire, bah tiens, là, en fait, il y a aussi, maintenant on peut faire ça, maintenant on peut aller jusque-là. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Oui, ou simplement, encore une fois, faire preuve de bon sens. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont un certain âge autour de moi qui commencent à appréhender l'utilisation donc d'un ordinateur et qui n'ont pas du tout cette culture. Et ils se disent, non, ça, c'est pas normal. Parce que dans leur manière de fonctionner, c'est pas normal, tout simplement. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a une spontanéité recherchée, voulue, etc. Et les gens, ils vont être pris au mauvais moment, on va leur mettre la pression, une pression hiérarchique, etc. Et là, il faut prendre le temps de se dire, oula, c'est pas trop normal la façon dont il se comporte, il s'est pas jamais comporté comme ça. Soit c'est critique, mais donc dans ces conditions, c'est peut-être pas à moi, ou alors il va falloir que je demande la validation de quelqu'un d'autre pour avoir un autre avis. Et ça, pour moi, c'est du bon sens. Ouais. Je suis désolé, mais pour moi, c'est du bon sens. Si on revient du coup sur la simplification des attaques, donc on a parlé des ransomware, donc qui en fait sont pas du tout... alors, de ce que je comprends, de ce que tu nous dis, c'est que c'est une attaque qui est extrêmement massive aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la majorité, je crois, des attaques qui se font aujourd'hui, c'est du ransomware. Ouais, en fait, c'est la finalité. Mais c'est pas pour autant quelque chose de... c'est pas une propagation aléatoire. En fait, aujourd'hui, les ransomware, c'est hyper ciblé. Tout à fait. Et donc, en fait, ma question, ce serait, sur un aspect vraiment purement technique, parce que j'ai envie de savoir, à quel point est-ce que le ransomware, il doit être ciblé c'est-à-dire que j'imagine qu'on va surtout essayer de cibler les quelques personnes d'une entreprise qui sont les plus susceptibles d'ouvrir une pièce jointe dont ils ne connaissent pas la provenance, déjà. Mais est-ce qu'il y a quand même des spécificités techniques à prendre en compte en se disant, là, on vise une entreprise, a priori, leur réseau interne, c'est tel techno, c'est tel environnement, les règles de sécurité feraient que, ou en fait, au final, à partir du moment où quelqu'un a ouvert le truc, quel que soit l'environnement où t'es, la boîte se fait avoir.
Alors là, ce serait une réponse un peu à l'emporte-pièce que je te ferai. Mais si on doit dire, on a vu des phases de reconnaissance où les gens vont apprendre donc de leurs potentielles victimes et après, ils vont pénétrer à l'intérieur, essayer d'être le plus discret possible et puis faire de la reconnaissance en interne. Ça va leur permettre de collecter des documents sensibles, de connaître les usages de leurs futures victimes et soit ils exfiltrent des données et à ce moment-là, ils vont monnayer les données, soit ils sont capables d'exfiltrer les données, de leur faire une demande de rançon. Ou même de vendre l'accès à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser à mauvais escient. Ah, donc attends, ce que tu appelles ransomware, du coup, c'est pas uniquement la techno qui consiste à crypter, à chiffrer, Si, ça c'est l'une des finalités, c'est pour ça que je disais ça. Là, une fois qu'il a fini tout ça, il peut très bien lancer une attaque de ransomware et demander une rançon pour récupérer la clé de déchiffrement. Mais donc, du coup, la personne a déjà pénétré dans le réseau, en fait. Oui, tout à fait. Dans cette Tout à fait. Et donc, il va aussi avoir appris, donc peut-être que la personne, il va savoir, elle a un chiffre d'affaires de temps parce qu'il va avoir analysé les factures, il va être capable de voir, tiens, c'est une société qui a pignon sur rue, j'ai fait la reconnaissance avec de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence, je sais qu'elle a telle chose, qu'elle a telle entité, qu'elle est présente à tel endroit, qu'elle est présente en France, donc le 1er mai, il travaille pas, je peux lancer, faire ma reconnaissance tranquillement, etc. J'ai vu qu'elle avait un serveur de sauvegarde de tel truc, je vais attaquer le serveur de sauvegarde quand je vais lancer mon truc, je sais qu'elle attend de machine avec tel OS, donc j'ai pu évaluer le temps que ça me prendra de chiffrer même à distance, j'ai vu qu'il y avait des shares, j'ai fait l'élévation de privilèges, je suis capable de me connecter sur les partages administratifs, je suis capable de lancer le chiffrement, c'est la finalité en fait. Mais du coup, c'est pas si simple que ça, ce que tu décris comme attaque. Alors ça va dépendre, là ça va dépendre de ce que la personne veut faire et de la procédure qu'elle a en face. Et donc on nous confirme effectivement dans le chat, on nous parle effectivement de l'OSINT qui me permet effectivement de bien connaître sa cible avec tout ce que les gens publient. Mais donc en fait, il y a... Enfin, tu vois, pour moi, le ransomware, c'était vraiment un truc qui se propageait dans un mail et quelqu'un ouvre une pièce jointe. Non, ça s'appelle du phishing. Ça, en fait, à l'origine du phishing, PH pour phishing, c'est password harvesting. Le but, c'était de récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Et après, on l'essaye. Tiens, il a un compte Google. Tiens, son compte Google, il a accès. Et on tire sur la pelote de laine. Et après, au fur et à mesure, on va usurper son compte Facebook. Donc, de ce fait, on sera capable de voir et de récupérer des informations de sa famille, etc., etc. Et de corréler toutes ces informations, de créer une grosse base de données qui, en plus, sera exploitée, puisque ce sera de la big data qui sera exploitée par des mécanismes d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement latéral. Ça, en fait, Non, le déplacement latéral, ça va être, ils prennent pied dans une entreprise et ils vont se déplacer de machine en machine pour pouvoir, après, faire la reconnaissance, prendre des accès, maintenir leurs accès, etc. D'accord. Et du coup, mais donc dans le déplacement latéral, en fait, tu es déjà rentré, tu as déjà fait le plus dur. Oui. Ok. Oui. Mais donc, alors peut-être que je suis pas assez bon techniquement, mais moi, je vois pas tant de simplicité que ça dans les attaques que tu décris. Ça m'a l'air quand même des choses qui nécessitent déjà du temps, du savoir. Tu vois, c'est pas... pour moi, tu vois, c'est vraiment quelque chose de massif où il y a un gars en Belgique, au fin fond de la Belgique, qui appuie sur un bouton et puis il y a 300 boîtes à travers le monde qui se font avoir. Ah oui, mais là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle justement donc lancer un filet à la mer. Et là, c'est beaucoup moins rentable. C'est attraper des fruits qui sont directement accessibles. Là, c'est beaucoup moins rentable que quand c'est ciblé, puisque là, on va être capable de faire une demande de rançon en fonction du montant que les personnes sont capables de payer, que nos clients sont capables de payer. Donc en fait, la simplicité de l'attaque, elle réside dans l'obtention des credentials d'un utilisateur. Et on le voit de plus en plus. Donc soit les gens sont capables de faire des attaques en force brute, ils ont des algorithmes pour pouvoir le faire, ils sont capables de trouver des failles de sécurité, de l'escalade de privilèges, ils sont capables aussi, en dernier recours, de les demander à l'utilisateur. Okay. Ou de les acheter même. On voit par exemple, il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui arrive dans une entreprise qui a un compte d'administration pour faire une action bien particulière, un développement spécifique ou n'importe quoi. Il teste son programme, hop, et une fois qu'il a fini tout ça, il va vendre le compte à quelqu'un d'autre une fois qu'il a fini sa mission. C'est des choses qui sont envisageables. Oui, qui doivent arriver plus souvent que je n'ai pas dit. Imagine. Ouais. Est-ce que attends, comment je peux formuler ma question ? Je sais pas pourquoi j'ai cette idée qui m'est venue en tête. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait imaginer des systèmes où des personnes qui ont des droits ou des capacités sur les réseaux critiques n'aient pas la possibilité de choisir eux-mêmes comment ils gèrent leur sécurité ? Alors, j'explique comment mon idée est venue. Ça va paraître très bête, c'est possible.
Tu peux voir souvent dans les films ou dans les histoires ou dans je ne sais quoi que les gens qui sont en charge de la sécurité des présidents de la République, que ce soit en France, aux US et autres, en fait, ils expliquent que le président, il fait pas ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il est contraint par les services secrets qui lui disent bah non, en fait. Alors, on en a vu un effectivement qui partait en scooter voir une amie, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en majorité, c'est non, tu te déplaces pas comme tu veux, tu vas pas où tu veux quand tu veux. En fait, il y a des règles à respecter. Est-ce que du coup, il faudrait qu'on ait le même principe de Mais on se l'a. dire... Ça s'appelle du moindre privilège. Ça s'appelle du zéro trust. Oui, non, mais là, tu as effectivement te dire que tu as des gens qui n'ont pas accès aux données, on leur donne pas accès aux trucs, mais tu vois, est-ce qu'il faudrait se dire que du coup, que quelqu'un, par exemple, on prend le CFO, qui du coup a accès au compte en banque, qui peut exécuter des virements et compagnie, faudrait lui dire que lui, en fait, il ne choisit pas comment est-ce qu'il gère son password, il ne choisit pas comment il accède aux informations. Tu vois, on le contraint en lui disant... Ça, c'est l'organisation interne, c'est très dur justement, parce qu'il y a toute cette culture de hiérarchie, de décision, etc. Et ça, malheureusement, on va rentrer dans des travers qui sont très difficiles et liés à l'être humain, en fait. Mais on pourrait l'imaginer, c'est ce qu'on veut mettre en œuvre avec du zéro trust, du moindre privilège. On a un privilège donné pendant un temps donné. Ok. Et est-ce qu'on peut imaginer un monde où ces attaques aussi simples de récupérer le credential de quelqu'un dans une entreprise, est-ce qu'on peut imaginer un monde où ça ne se fait plus? Alors c'est peut-être une perte de chiffre d'affaires pour Sophos. Non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Enfin, je pense... Est-ce que on peut imaginer un monde où ça se fait plus? On éteint tous les ordinateurs et toutes les machines. J'y crois pas, non. Enfin, malheureusement, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux financiers élevés. Il peut y avoir aussi des enjeux géostratégiques importants, voire des choses qui sont organisées par des États qui ont une cyberarmée. Donc, Oui, mais là, du coup, on est sur un niveau de complexité d'attaque qui est extrêmement élevé. Enfin, tu vois, quand un gouvernement se lance dans une attaque... Et il y a des moyens derrière. Il y a des moyens, il y a des gens qui sont formés, il y a du temps, il y a de la puissance de calcul, etc. Donc là, c'est bien pour ça qu'on se fait pas... Et donc, après, il y a peut-être des choses qui dérivent aussi. Oui, non, mais tu vois, qu'effectivement, il y ait toujours des attaques avec des gens brillants qui consacrent du temps, de l'énergie et toute leur matière grise pour réussir à craquer les systèmes, que ce soit légitime ou pas, c'est pas la question, mais ça, je comprends que ça arrivera toujours. Mais est-ce que tu penses que ces attaques simples vont pouvoir disparaître un jour, ou est-ce qu'on sera toujours exposé à ce genre de risque? Vu comment la donnée a une certaine valeur, je pense que pour moi, ça a une durée de vie assez longue. Et on voit que les attaquants s'adaptent automatiquement en fonction des défenses qu'on met en œuvre. On a mis en œuvre des mécanismes d'intelligence artificielle pour être capable de traiter énormément de données, donc de corréler beaucoup de données. Eh bien, ils vont utiliser aussi des mécanismes d'intelligence artificielle pour être capable de corréler toutes ces informations pour pouvoir les utiliser à mauvais escient. Oui, donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on parle de notre côté de la barrière. On parle des 10 times developers, mais de l'autre côté de la barrière, ils ont des 10 times hackers, j'imagine. Oui, voire 10,000. Ouais. Oui, parce que du coup, il y a ce... on en a déjà découvert un petit peu sur des épisodes précédents, mais c'est ce que tu évoquais aussi avec ce ransomware as a service. En fait, il y a une... c'est pas uniquement une industrialisation des attaques, c'est qu'il y a toute une industrie qui est en train de se créer, avec des fournisseurs de services. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'obtention de credentials, qui sont spécialisés dans des attaques WordPress ou je ne sais quoi. Enfin, chacun a un peu sa spécialité. Ils ont quasiment pignon sur rue. Et là, ce que tu évoques carrément, les gens qui peuvent te simuler des calls de conseillers bancaires dans toutes les langues, dans tous les pays, 24 heures sur 24, il y a une espèce ouais, il y a toute une chaîne de valeur, avec des gros guillemets, qui s'est créée, quoi. Bien sûr, parce que ça rapporte énormément et en plus, ils ont toutes les mécaniques pour blanchir l'argent. Oui, parce que du coup, après, ils fournissent les tutos sur comment blanchir tout ça. Oui. En prenant une petite commission, bien sûr. Tant qu'à faire, au passage. Mais du coup, si la techno permet tout ça, non, ma question est absurde, parce qu'on va pas arrêter d'innover techniquement. En fait, c'est un jeu du chat et de la souris permanent.
C'est une évidence, on le sait tous. On dit souvent que un système informatique, au final, c'est comme un coffre-fort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'inviolable, c'est juste si la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur justifie les efforts passés à le défoncer, on aura de quoi y passer les efforts. Exactement. Mais est-ce que... Tu vois, en fait, cette arnaque au président avec le gars dans sa réunion Zoom avec des IA qui lisent un truc, on a parfois l'impression que la souris va quand même beaucoup plus vite que le chat. Tu vois, est-ce qu'il y a un moment... Est-ce qu'on est dans Tom and Jerry? C'est-à-dire que la souris ne se fera jamais choper? Ou est-ce qu'il y a un moment, le chat va être devant? À mon humble avis, le chat est déjà devant. Mais c'est simplement qu'en fait, on a tendance, parce que c'est peut-être aussi l'effet romanesque, etc., on a tendance à... tous les journaux ont publié ceci. Mais effectivement, on sait déjà comment contrer ceci, on a déjà éduqué les gens, on connaît les méthodes d'ingénierie sociale qu'ils mettent en œuvre. Donc, pour nous, on a déjà fait le taf. Et après, il faut être capable de le diffuser à grande échelle pour que les gens soient sensibilisés. D'accord, donc c'est un peu rassurant. Ce que tu dis, en fait, c'est que on parle beaucoup des attaques réussies, mais on ne parle pas de toutes les attaques qui ont échoué à côté. Exactement. Ouais. C'est comme j'avais vu il y a Enfin, ça fait des années qu'on publie chaque année la liste des pires mots de passe qui sont utilisés. Et j'avais vu il y a quelques années un journaliste qui expliquait, il disait, en fait, c'est vrai que la liste change peu, mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que la proportion de mauvais mots de passe diminue drastiquement. En fait, les gens, mine de rien, commencent à avoir des mots de passe de plus en plus sécurisés. C'est sécurisé. Ouais. Mais ça fera moins vendre de papier. Donc voilà. Même maintenant, aujourd'hui, les gens sont capables de dire et d'annoncer « j'ai été victime d'une tentative d'attaque ». Même si elle n'a pas abouti. Alors après, les gens ont des mots de passe de plus en plus sécurisés, mais ils utilisent le même partout. Et du coup, normalement, non. Tu as des systèmes qui sont moins sécurisés que d'autres. Oui, bien sûr. Ou justement, un système qui a été corrompu, eh bien, à ce moment-là, c'est la faille de sécurité. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure qu'ils sont capables d'utiliser des algorithmes pour tester les mots de passe sur plein de services différents qui sont en libre accès. Mais alors du coup, tu as parlé plusieurs fois de brute force. Moi, je pensais vraiment que le brute force était plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité des systèmes, dès que tu vois que tu as quelqu'un qui fait 3, 4, 5 tentatives de mot de passe erroné, en fait, il ne peut plus faire de sixième. J'espère. J'ai envie de le croire, oui. L'exemple nous montre et les statistiques nous montrent que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'en fait, c'est l'usage. Si on regarde ce qui s'est passé pendant la période de pandémie, eh bien, il y a plein de gens qui ont activé des services RDP ou même des gens qui veulent accéder à leur ordinateur chez eux. Eh bien, à ce moment-là, ils mettent un serveur RDP actif avec un mot de passe relativement faible. Et on a toute la vie pour l'essayer. Ou bien, il y a des services qui vont le faire à ta place. Okay, du coup, de manière automatique et permanente, quoi. Voilà. Ou sur un laps de temps qui peut être très long. Donc, à ce moment-là, ça ne sera pas forcément vu la récurrence, la très faible laps de temps, la récurrence sur un très faible laps de temps, eh bien, va attirer l'œil. Mais quand c'est sur plusieurs mois, une fois tous les 2 jours, peut-être qu'on ne le verra pas si on n'a pas des mécanismes d'analyse de log. Sur une boîte précédente où j'étais en tant que CTO, on recevait quasiment quotidiennement, ou en tout cas de manière hebdomadaire, une série de requêtes qui tentaient toutes les failles classiques de WordPress, de Drupal, tu vois, de tous les frameworks web connus. Ça, pour toi, ce genre d'attaque, parce que le but, c'est quand même d'essayer de choper des infos après derrière et effectivement de faire, j'imagine, un système de rançon. Est-ce que pour toi, ce genre d'attaque, effectivement massive, tu vois, de côté très random, parce que j'imagine que... C'est pas random ? Si j'en avais une par semaine, je pense que c'était à peu près random. Tu vois, pas forcément. Moi, j'ai toujours vu ça comme... non, parce que, en fait, ce qui me faisait penser que c'était random, c'est que si quelqu'un faisait un petit peu de social engineering sur la boîte où j'étais, il saurait qu'on n'a pas WordPress et qu'on n'a pas Drupal et qu'on était plutôt à l'époque sur Zend. Et donc, il ne testerait pas des failles connues de WordPress et compagnie. Oui, mais encore une fois, ça c'est des procédures. Si vous mettez en œuvre un serveur SSH sur Internet, dans les quelques minutes qui suivent, vous allez avoir des connexions admin, root, etc., blablabla, parce que ils ont des robots qui scannent Internet, vous enregistrez un nouveau nom de domaine, paf, on teste, hop, une connexion sur le 22, tiens, on va tester tous les mots de passe qui sont les plus utilisés et qu'on connaît, qu'on a dans des bases de données. Et ça coûte rien de le faire, et fréquemment, ça marche. Oui, mais du coup, ça reste un truc massif. Oui, bien sûr. Pour toi, ce côté massif et aléatoire,
il les voit disparaître ou le but, c'est commencer à l'immortaliser? En fait, quand tu décrivais ton exemple, en fait, du coup, moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est, bah oui, en fait, il teste un truc, et du coup, il voit qu'il y a un credential qui marche, il l'ajoute à une base de données en disant, là, on a les credentials qui fonctionnent, et après, il utilise ce qu'il veut. Si vous en faites du mal, c'est votre problème. Tout à fait. Et là, à ce moment-là, ils le monnieront. En disant, bah, tiens, on peut accéder à ce Drupal-là, avec tel mot de passe, etc. Vous avez accès au compte d'admin. Ou il y a ce plugin de Drupal qui a telle faille de sécurité qu'on est capable de faire. Donc, de la compromission de chaîne de production. Pour terminer, ce que tu décris, toutes les procédures que tu as montrées, le concept de ransomware service, cette espèce de volonté de baisser la complexité des attaques, est-ce que ça voudrait dire que les développeurs et développeuses les plus didactiques sont du côté des attaquants aujourd'hui et pas... Je sais pas. J'espère pas. J'espère pas du tout parce que pour moi, encore une fois, c'est l'intérêt du gain, l'opportunisme. Et puis encore une fois, si on regarde, ça peut être aussi orchestré par différentes personnes qui ont un intérêt derrière, peut-être autre que financier aussi. Ok. Top, merci beaucoup Benjamin pour toute cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y aurait un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Il y en a plein que j'aimerais partager mais on a très peu de temps. On n'est pas contraint par le temps, je te rappelle, donc si tu peux prendre du temps. Alors, il y a des contenus, oui, il y a une chose que j'aurais voulu mettre en avant, c'est que dernièrement, on a eu une faille de sécurité qui a été classée 10 sur 10. Ça, c'est un contenu que je vous invite à aller voir. Donc, alors, j'ai la référence du CVE, c'est le CVE 2024-3094. C'est typiquement la compromission d'une supply chain. On a quelque chose qui est très intéressant, qui est intéressant à voir, puisqu'on a quelqu'un qui s'est accaparé un repository, donc open source, de gestion d'une librairie de compression. Donc Xzip, en l'occurrence, donc, qui est utilisé fréquemment dans les environnements Linux. Et cette personne a mis du temps pour pouvoir installer une faille de sécurité volontaire. Elle a commencé à faire son... Et ça, c'est... Donc, c'est-à-dire au travers de contributions au projet Les débuts des contributions étaient complètement anodines. Et puis, après, au bout d'un certain temps, il a rajouté une macro de compilation qui permettait de rajouter une faille de sécurité. Et de ce fait, en conséquence, ça va permettre d'utiliser certaines clés préforgées ESSH pour pouvoir se connecter avec des identifiants donc de type clé préforgée. Et ça a été fait dans un cadre de recherche? Non, ça n'a pas été fait dans un cadre de recherche a priori, puisque ça a été classifié comme 10 sur 10, une des notations les plus importantes concernant les CVE. Donc je pense que ça a été orchestré directement sur du long terme. Et là, on voit que c'est de la compromission volontaire d'une supply chain. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Vous utilisez cette librairie, il y a cette faille de sécurité, votre serveur SSH qui est embarqué par exemple dans un IoT, eh bien il peut être sensible à ce genre de choses. Comment le trouver? Si jamais c'est pas exploité, donc c'est une exploitation bien spécifique, mais elle sera vendue à un moment donné, elle sera exploitée puisque là c'est volontaire. Comment est-ce qu'on peut trouver ce genre de choses? C'est extrêmement difficile. Parce que là, c'est pas sur de l'audit de code, comme le font certains Git ou n'importe quoi. Ils font des audits de code et vous êtes capable de voir, ce pointeur présente une problématique d'allocation, etc., qui pourrait être exploitée. Là, c'est à la compilation, on intègre une macro bien spécifique. Donc ça, c'est très intéressant de le voir parce qu'on voit qu'on a eu de l'utilisation massive ou autrement, on prépare encore un pied bien spécifique. C'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que là, c'est de la compromission de supply chain à longue échéance. Mais du coup, c'est un contributeur du projet qui a créé ça? Ouais. Ou c'est le projet qui a été créé dans le but? Non, c'est une personne qui a été contributeur du projet qui a créé ceci. Ah, c'est fou. Ouais. Ça montre la patience de certains... Et encore une fois, l'enjeu peut payer. Il y a d'autres choses que tu souhaiterais recommander? Ouais, tenez-vous informés. Surtout, tenez-vous informés. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais comme source d'information? Alors moi, j'aime beaucoup les podcasts parce que je trouve ça très intéressant. Et quand je suis en voiture ou dans le train, j'ai un casque sur les oreilles et donc j'écoute des podcasts. Et puis, il y a des fois, ça me permet d'avoir une vision un petit peu différente de mon point de vue, d'avoir des témoignages aussi d'autres professionnels.
Mais après, j'aime beaucoup lire. Moi, j'ai une bibliothèque. Est-ce que tu as un podcast à conseiller, du coup? Oui, bien sûr. Bah, alors moi, j'aime beaucoup le tien. Il y en a plein d'autres que je citerai. Moi, j'aime beaucoup No Limit Sécu, par exemple, pour pas le citer. Après, il y en a d'autres. Des podcasts de sécurité. Nous, on en a fait aussi pendant un moment chez Sophos, qui était, voilà. Non, No Limit Sécu, c'est la référence dans les podcasts de sécurité. Donc, si vous écoutez des podcasts techniques et vous n'écoutez pas No Limit Sécu, et il faut le faire, parce que c'est un podcast extrêmement intéressant et de très bonne qualité. Et je crois que c'est un des plus vieux podcasts tech francophones. Je crois qu'il y a eux et les Cascodeurs. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Ils font un travail de qualité. Donc, bien évidemment, allez les écouter. Pub, tout ça. Donc, Et puis, ils sont bien plus connus que moi. Donc, à mon avis, si vous écoutez ce podcast, il y a des chances que vous écoutiez aussi No Limit Sécu. En tout cas, je vous le souhaite. Top. Est-ce que, dernière question, qui est la question rituelle du podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? moi, j'ai tendance à transformer j'appuie sur tabulation et ça se transforme en espace. Très bien. Vidéo le fait ensemble. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet épisode. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Donc, voilà, on avait pris effectivement plein de choses sur la simplicité des attaques. Donc, essayez d'éduquer les gens autour de vous à ces principes-là, à vos utilisateurs, en leur donnant des règles de sécurité précises, en tout cas claires. Il faut être didactique, les attaquants le sont, soyons-le aussi. Et je vous remercie, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Ah, si, je voulais faire un shoot-out, pardon. J'ai oublié, il est où? Je voulais dire merci à MDV Aurélien qui a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, je crois, en disant très belle découverte, contenu et invité de très grande qualité. Donc merci beaucoup pour ton commentaire 5 étoiles. Et je vous invite du coup tous aussi à mettre un commentaire 5 étoiles pour que je puisse vous faire aussi un shoot-out si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.